Bienvenue à tous sur cette émission spéciale consacrée à la crise qui secoue actuellement le parti MPL. Nous avons le plaisir de recevoir Expérience TB, personnalité clé dans cette situation de crise. Avec lui, nous allons aborder les enjeux des élections législatives de 2023, les différentes récriminations des frondeurs, la position actuelle de M. TB au sein du parti, ainsi que sa réaction aux propos du président d'honneur Sabissira Korogone qui était sur ce même plateau il y a quelques semaines. Nous allons enfin discuter de l'actualité nationale, y compris la procédure judiciaire contre Sébastien Adiavon et la nomination d'expatriés à la tête des structures étatiques au Bénin. Nous parlerons aussi de la présence des démocrates au sein de la 9e législature, puisque c'est le seul parti qui représente l'opposition au Parlement. Nous sommes ravis de vous recevoir, M. Expérience TB, bonjour. Bonjour, M. Jean-Yves. J'anime cette émission avec Paul Danongwe. Bonjour, Paul. Jean-Yves Bitokwe, bonjour. Expérience TB, bonjour. Bonjour, cher ami. Le siège du MPL a été le théâtre de vives altercations provoquées par une crise née au lendemain des élections législatives du 8 janvier dernier. Vous avez notamment été accusé de mauvaise gestion des fonds alloués à la campagne électorale. Vous prenez parole une toute première fois après toutes ces interventions. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. Merci, M. Jean-Yves, merci, M. Paul, pour cette occasion que vous me donnez finalement de me prononcer pour la toute première fois sur ce qu'il est convenu d'appeler désormais crise au sein de notre parti. Vous savez, lorsque deux camarades ont entrepris de faire un putsch à la tête du parti et des événements malheureux qui s'en sont suivis après les élections législatives, pendant longtemps, j'ai décidé d'être resté muet en face de ces agissements parce que juste après les élections, quelques jours après la proclamation des résultats, il était très malséant, très inconfortable pour moi de donner de la voix dans une pareille circonstance, dans des choses très malsaines, alors que nous devrions venir faire le bilan des élections, et tirer les conclusions. Et dans la peau du chef de parti, pour moi, ce n'était pas l'occasion de venir animer la galerie par des choses qui n'en valaient pas la peine. Donc, par respect pour nos militants, par respect pour le peuple béninois, et pour prendre de la hauteur sur ces choses, j'ai évité d'alimenter la polémique, laissant faire les choses. Mais j'ai constaté que la désinformation, la manipulation de masse a continué et s'est amplifiée. C'est pour ça que j'ai fini enfin. Vous savez que plusieurs fois vous m'avez sollicité pour intervenir et j'ai décliné l'offre. Et lorsque les choses ont atteint un certain seuil, comme ce que je vois en ce moment, j'ai pensé qu'effectivement, il fallait tirer au clair certaines choses. Vous parlez de désinformation. Vous avez l'occasion d'apporter maintenant la bonne information au peuple béninois qui attend certainement de faire son idée sur ce qui s'est réellement passé. Dites-nous ce qui s'est passé, Expérience TB. Voilà. J'ai pris la tête du parti le 3 juillet 2021 et l'une des recommandations fortes faites à cette équipe, c'était de faire tout possible après la tentative ratée de participer au communal de 2020 pour participer aux législatives de 2023. Alors, du coup, je me suis mis à l'œuvre avec les camarades, bien sûr, pour faire tout possible et amener l'organisation à cette échéance. Par la grâce de Dieu, ça a été réalisé. Au sorti de cette élection, malheureusement, où les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, nous n'avons pas été largement suivis par le peuple béninois. Pour nous, il fallait s'asseoir et faire le bilan, tirer les leçons, les conclusions. Mais malheureusement, il s'est trouvé que deux individus qui, plus tard, se sont révélés être manipulés par des mains invisibles, se sont levés. Les résultats ont été prononcés le 12. Le 12, après concertation, j'ai retenu avec les camarades la position du parti qui a été donnée dans un point de presse le même 12 sur les résultats des élections. Le 16 janvier, comme des descendants de Bob Denard, deux camarades descendent au siège du parti et lisent une déclaration demandant la démission du président en faisant des allégations suffisamment graves. Du coup, lorsque j'ai su, il n'y a aucun problème, rien qui présageait d'une telle situation. Surpris,
j'ai appelé mon frère et ami, le président d'honneur, pour dire, est-ce que tu viens de voir ce que j'ai vu là? Il dit, non, peut lui n'informer de rien. Plus tard, je vous dis, il se révélera que la veille au soir, une réunion s'est tenue où il a participé, où tout ça a été concocté. Où le président d'honneur a participé. Bien sûr. Parce que on a envie de créer des problèmes au président en exercice pour pouvoir jeter de l'opprobre sur lui, créer une situation qui amènerait à l'enlever de la tête du parti. Je reviendrai là-dessus, mais je finis le récit. Le 16, donc, les deux individus lisent une telle déclaration. Dépassé par la gravité des déclarations, j'ai dit non, ça, parce que c'est en même temps aller sur les réseaux sociaux, il vaut mieux saisir la justice, leur demander d'apporter les preuves des allégations. Ce que j'ai fait en même temps le lendemain. L'avocat saisit un huissier, lui envoie une sommation interpellative d'apporter les preuves des déclarations pour mettre ça sur la place publique, pour éclairer l'opinion. Vous savez que ces deux individus, ils étaient près de 6 environ, avec 6 camarades, ont évité de recevoir la sommation de l'huissier, l'ont tourné en bourrique. L'un d'eux, finalement, lui donne rendez-vous quelque part, prend la sommation de l'huissier, rentre dans la voiture sans décharger et s'enfuit avec, comme un comportement de délinquant. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas reçu de l'huissier la sommation pour répondre des allégations distillées sur les réseaux sociaux. Ça, nous étions au 16 janvier. 2 jours après, les mêmes reviennent au siège. J'avais déjà, j'ai vent de ce qui se passe au fur et à mesure. Ils reviennent pour déposer une convocation à une réunion au président. Déposer ça au secrétariat. À 11h28. Une réunion supposée se tenir le même jour à 11h. Je vous montre le document. Et moi, étant informé, je me suis assis dans le bureau depuis 9h. La secrétaire m'envoie le papier qu'il vient de recevoir à 11h. Je dis, ah bon? Ah ben c'est très bien. Ok, je suis ici, j'attends. Les gens n'arrivent pas. Jusqu'à 11h40, je sors du bureau pour voir. Je demandais, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une réunion, il doit y avoir une réunion. Pourquoi je ne viens pas? On dit non, on a vu tout à l'heure maintenant, on vient de voir maintenant un camarade qui est venu. Tellement il attend d'autres personnes. D'accord, ok. Donc moi je suis là. À 11h50, midi, je sors de mon bureau maintenant pour voir. Je vois encore 4 personnes assises dans la salle de réunion en train de lire une déclaration encore et de se faire filmer par 2 téléphones portables. Je me surprends. Je me dis, je m'arrête. Je dis, mais je ne comprends pas. Il semble qu'il y a une réunion à laquelle je suis invité et vous venez vous feindre de ne pas me voir et vous mettez à lire une déclaration. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Personne ne répond. Sinon, je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Bon, ok. Je vais voir sur la table, je vais voir alors ce que vous lisez filmer. C'est ça le papier que j'ai pris. 2 badauds qui étaient conviés à la séance, qui étaient derrière, se sont jetés sur moi. Avec des chaises pour commencer par me faire. Mais je tenais à prendre ce document qui était en train de lire pour servir de pièce à conviction. Parce que je savais. Et j'ai gardé le document, j'ai pu garder le document. Et voilà. Mais procès verbal de destitution du président. D'une réunion qui n'a pas eu lieu. On a déjà saisi le papier. C'est le papier que je tiens. C'est déjà saisi. C'est venu à l'occasion avec le mec. Et qui étaient les signataires du document? Bon, le document n'était pas encore signé. Et bon, même les deux frondeurs en question, qui ont, le frère du président, son beau-frère. Vous parlez du président d'honneur? Le président d'honneur. Et qui installe un dit comité de crise. J'ai regardé le papier. C'est ça
Pendant que j'ai pris le papier pour voir et que 2 badauds conviés à la séance se sont jetés sur moi avec les chaises, l'un d'eux filme la scène, extrait une partie, poste ça pour montrer qu'il y a bagarre. Alors, M. Espérance TV... Laissez-moi finir pour qu'il y ait une allez-y. Donnez-moi juste une minute. Allez-y. Alors, à l'instant même, ayant constaté ceci, j'ai appelé le commissaire de police de l'arrondissement. Lui-même s'est porté sur les lieux. Et c'est là qu'on découvre que en bas, au siège du parti, il y a une autre horde de délinquants qui avait été conviés pour venir faire du désordre. Des gros bras, des gens qui fumaient, des gens qui venaient. Vous voulez dire que l'attroupement que nous avons vu sur les réseaux sociaux, que ceux-là n'étaient pas des membres du parti MPL? Non. Mais ça, ce que je dis, je passe sous le contrôle du commissaire qui est venu sur les lieux, qui a fait le constat. Et qui a demandé, bon, venez faire en même temps une déposition à la police. Je suis allé faire, moi je suis rendu directement au commissariat pour faire la déposition. On a appelé les autres, ils ne sont pas venus. Les convocations leur sont adressées, ils n'ont jamais répondu. Vous parlez des 2 vice-présidents. Et quelques membres du parti. Ils n'ont jamais répondu jusqu'à ce jour. Alors, à la convocation. Je vais finir. Oui. Ils n'ont jamais répondu à la convocation. Et qu'est-ce que j'entendais dire ce jour-là? Ah, les mandataires ne sont pas payés. Et c'est ça qu'on a argué, on a beaucoup crié. Justement. Mes chers amis, le peuple béninois, je veux vous demander d'appeler tout le peuple béninois pour demander si un mandataire ou un individu est allé représenter le parti MPL dans les bureaux de vote au scrutin du 8 janvier qui n'est pas payé, qu'il vienne, qu'il le dénonce publiquement avec la preuve. Parce que un mandat a été signé à la maison pour envoyer les gens. Vous avez envoyé exactement combien de personnes dans les bureaux de vote? Exactement. Je vais vous dire cette rocambolesque histoire. La gestion de la campagne a été faite comment? Les fonds, les fonds qui ont servi à animer la campagne sont alloués aux chefs, aux têtes de liste dans les circonscriptions. Très bien. Je ne voudrais pas vous arrêter, M. Espérance TV. Vous allez poursuivre ce développement. Mais avant d'aller sur ce point précis, lorsque nous avons reçu votre président d'honneur, M. Sabi Sirako Ogone, ici sur ce plateau, il a semblé dénoncer quelque chose. Pour lui, c'est que vous êtes allé chercher un financement pour le mettre à disposition du parti, mais il n'était pas informé ni de qui a remis l'argent, ni de comment est-ce que vous avez eu les sous. Et ensuite, personne ne lui a dit comment est-ce que les sous ont été répartis maintenant après. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à cela? Non, vous m'avez coupé. Je vais finir avec les mandataires et je reviens sur votre question. J'ai très bien compris. D'accord. Écoutez, je parle d'histoire du mandataire agité. Parce que vous venez de le dire. Ça fait partie, on a régulièrement des mandataires qui n'ont pas payé, qui n'ont pas été payés. Il faut que je dise de quoi il s'agit. Lorsque nous préparons la campagne, je suis le seul à demander que il faut que nous puissions mettre des représentants dans tous les bureaux de vote, contre l'avis de tous, y compris le président Kouroula. J'ai fini par me faire entendre, m'imposer que c'était nécessaire parce que nous avons 17 600 environ bureaux de vote. Et je dis, à l'étape actuelle de notre organisation, pour tester notre dispositif, il faut que nous puissions faire ce déploiement pour au moins garantir ce suffrage-là. On a convenu de payer 2 000 militants pour faire ce travail. Je dis, il faut qu'on le fasse nécessairement. Ça a été retenu. Toutes les dépenses afférentes à la campagne sont exécutées par les têtes de liste dans chaque circonscription, dans chacune des villes. Concernant les mandataires, je dis, pour exécuter cette rubrique, nous allons demander aux têtes de liste de positionner les mandataires dans chaque bureau de vote et d'envoyer la liste au siège pour pouvoir payer au soir. L'un des fondeurs, il a estimé que ce n'était pas nécessaire de le faire partout. Bon, là où les responsables du parti conduisent la liste, ce n'est pas nécessaire. Je dis, bon, d'accord, soit. Mais les autres, parce que il y a des gens qui sont venus la veille des élections au niveau du parti juste pour être candidats.
qui sont retrouvés tête de liste. Ils ne sont pas du parti. Il y en a même qui connaissent le parti. On ne peut pas suffisamment faire confiance et le laisser faire. Je veux que ça soit exécuté comme convenu. Donc, qu'ils positionnent effectivement. Et j'ai demandé aussi leur envoyer, j'ai obtenu de la Sénat la répartition des postes de vote sur le territoire national. J'ai fait envoyer pour chaque tête de liste cette programmation. Positionner les noms avec les contacts et envoyer. On saura que c'est nos représentants de chaque groupe. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Du coup, la veille de l'élection, le 7 ou samedi 7, j'ai ordonné au siège de transférer les fonds pour les mandataires à tout le monde. Vous voyez la liste de tous ceux qui ont pris leur contact. Vous laisserez ça. Oui, mais... attendez, je vais finir. Ok, d'accord. Le 8, le jour du vote, il se retrouve malheureusement que notre parti se trouve être celui qui n'a pas positionné suffisamment de représentants dans les votes. Ça, je suis sûr que vous le savez puisque vous étiez sur le terrain. Le rapport de la Sénat, des OSC qui ont suivi les élections, faire ressortir le RTL, celui qui n'a pas mis les mandataires. Parce que la charge revenait aux têtes de liste, leur était loisir de le faire ou de ne pas le faire. On n'a pas déployé 10% de ces mandataires. Les fonds ont été décaissés. C'est lui à quelle fin, je ne saurais le dire. Mais malheureusement, j'entends le lundi, oui, c'est le dimanche, le lundi, non, les mandataires ne sont pas payés. Ah bon? D'accord, c'est ça. S'ils ne sont pas payés, il est simple. Que les têtes, ceux à qui on a envoyé les ressources, et que ce n'est pas fait, bon, s'envoie un courrier à toutes les 24. Je vais y faire le point des mandataires que vous avez payés et éventuellement la liste de ceux qui ne sont pas payés. Jusqu'à là où je ne veux pas un seul nom. Jusqu'à là où je ne veux pas. Je prends une deuxième précaution. Je dis que la comptabilité désigne quelqu'un au siège. Désigne quelqu'un, on met les fonds à sa disposition. Si quelqu'un sur le territoire national a été représentant de l'MPL, qu'il flash son mandat, la fiche de dépouillement, qu'il lui envoie ça et qu'il soit payé directement sur son portable. Les fonds mis à cet effet sont dans le portable de l'intéressé jusqu'à ce jour. Et pourquoi on continue? Premier point, pourquoi les gens continuent de mauvaise foi à dire que les mandataires ne sont pas payés, qu'il existe des mandataires qui ne sont pas payés? Est-ce que vous-même vous voyez ce premier point? Deuxième point, vous avez demandé à savoir, vous avez dit que le parti aurait reçu un financement et que quelqu'un vous a dit qu'il n'est pas informé. Non, le président d'honneur a dit qu'il n'était pas informé, qu'il ne sait pas comment est-ce que l'investiture des candidats du NPL a été faite le 17 décembre 2022 à Cotonou, au CPA. Le même jour, après l'investiture, tous les candidats avaient été priés de rejoindre le siège du parti pour prendre une avance sur les fonds de campagne et les bulletins, les flyers. C'est le président d'honneur, qui a reçu tous les candidats, circonscription par circonscription, dans son bureau, pour dire à chaque équipe combien il prend. Elle prend, prend pour le démarrage de la campagne. Alors, attendez. Oui. Non, alors méthodiquement, parce que vous êtes certainement pas au même niveau d'information que les téléspectateurs qui nous suivent. Il faut qu'ils comprennent. Oui. Dites-moi, il ne sait pas d'où provient les fonds, mais il sait qu'il y a une répartition et c'est lui qui ordonne aux gens de prendre tel montant. Je ne vais pas en dire plus. Je profite pour dire, le responsable que je suis, je ne peux pas me mettre sur la place publique
pour commencer par dire... À travers votre explication, c'est que le président d'honneur, Sabé Sira Korogoné, était bien au courant de ces fonds qui ont été mis à la disposition du parti MPL et qui devaient servir à la campagne. Je vous laisse faire toutes les déductions. Très bien. Que vous voulez. La question qui a agité, c'est vrai que c'est ça qui fait polémique, mais la question qui a vraiment agité l'opinion, c'est d'où provenaient ces fonds, parce qu'il y a eu beaucoup de supputations. Les gens ont estimé même d'ailleurs que ces fonds venaient du pouvoir en place. Beaucoup pensent aujourd'hui que dire que vous êtes un parti de l'opposition et aller prendre de l'argent auprès du pouvoir en place, c'est un peu malsain. Dites-nous clairement d'où provenaient ces sous, qui a financé le parti MPL, parce que c'est aujourd'hui ces fonds mis à la disposition qui constituent la forme de discorde au sein du parti. Non, je vais revenir derrière. Ce n'est pas des fonds mis à la disposition qui constituent la forme de discorde. Je veux clarifier les choses pour que l'opinion publique soit bien située. Oui. D'abord, je reviens avant d'avancer sur votre question. Combien, nous sommes plus d'une quinzaine de partis politiques en activité en ce moment. Le Bénin en a connu d'ailleurs plus de 200. Combien avez-vous vu venir vous dire le nom de leurs donateurs, ceux qui leur ont fait des dons, ceux qui les ont assistés pour faire des choses précises? Combien vous en avez vu par le passé? Je ne vous interromps pas. Non, je ne voulais pas. Ce n'est pas une question que je vous pose. Hein. Oui. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est très malsain de focaliser la question de financement d'un parti, de venir l'étaler. Vous savez que tout ça, avec la nouvelle charte de politique, la nouvelle charte de parti, c'est très réglementé. Oui, c'est bien réglementé, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est autour de ce montant, justement, que vous vous battez. C'est pour ça que cela fait débat. C'est pour ça que je voudrais que... Expérience, si vous le permettez, dans d'autres formations politiques, on parle de cotisation des militants. Dans d'autres, on parle de financement public. Au sein du MPL, quel est le modèle de financement du parti? Est-ce que vos militants cotisent mensuellement ou c'est simplement... Dans tous la charte des partis, notre règlement intérieur prévoit les modes de financement de notre parti, tous les partis, et le nôtre également. Les cotisations des membres, les dons, les legs et les activités du parti qui peuvent générer des ressources. Chez nous, en tout cas, au MPL, les cotisations sont très faibles et ne suivent pas. Les militants ne cotisent pas. Mais nous avons des gens, des donateurs qui appuient par moment le parti. Nous avons les membres fondateurs, surtout, qui investissent. Je ne voudrais pas aller plus loin dans ça parce que, comme je vous l'ai dit, tout ça est suivi à la loupe par des organes qui surveillent le mode de financement. Vous savez que même la provenance de l'argent, et par exemple, là, nous allons déposer les comptes de campagne ce week-end à la Cour suprême. Tout ça est tracé à la loupe et les pouvoirs suivent d'où provient l'argent pour qu'il n'y ait pas de dérapage, ça ne soit pas l'argent du terrorisme ou autre qui rentre dans qui finance les formations politiques. Donc rassurez-vous, et je reviens là-dessus sur votre question, que effectivement, on a agité l'opinion pour faire croire que c'est le pouvoir qui finance et ceci. Bon, comme vous savez, en politique au Bénin. Aujourd'hui, vous voulez dire sur ce plateau que le MPL n'a aucune acquaintance avec le pouvoir en place? Pourquoi nous aurions d'acquaintance? Vous suivez la ligne du parti depuis sa naissance. Je vais y revenir. Comment nous allons nous arranger? On n'a pas besoin d'être... je ne veux pas citer des noms, mais on n'a pas besoin... Même, vous savez... J'évite, je voulais le faire, mais j'évite. Il y a des gens de l'opposition très connus dans ce pays que moi je connais, dont je connais leur intégrité parce que je suis très proche d'eux. Mais tout le Bénin pariera pour dire non, il est en acquaintance avec le pouvoir. Ça, c'est la politique sous notre tropique et même ailleurs, c'est comme ça. On cherche à saboter en disant des choses qui peuvent affaiblir l'autre pour passer. Et c'est malheureux que même dans des organisations de jeunes qui cherchent à s'imposer sur l'échiquier, que ces choses aussi arrivent. Alors, il faut qu'on avance sur cette émission parce que nous sommes en train de faire pratiquement 30 minutes. Expérience TB, ce que nous savons, c'est que vous avez été destitué. Vous nous dites le contraire ce matin sur
sur ce plateau. Le président, le président d'honneur, quand il était sur ce plateau, il a affirmé que c'est le directoire qui a pris les choses en main. Il a même annoncé l'organisation prochaine d'un congrès. Aujourd'hui, quelle est votre place exactement au sein du MPL? Non, j'ai envie de vous reposer la question. Je vous ai décrit une partie du film qui dit qu'on a destitué. C'est comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Moi, je reviens sur une partie parlant de ça. Parce que j'ai entendu des choses très ahurissantes. Oui, je regrette. Bien sûr, il a dit qu'il regrettait de vous avoir confié la tête du parti. Attends, donc, vous pensez que nous sommes dans même avec tout ce qu'on peut reprocher au système, au pouvoir actuel, vous pensez qu'il y a la possibilité, il existe aujourd'hui la possibilité à un individu de devenir PDG d'un parti politique et de choisir un directeur général, c'est ça? Non. Il faut que les gens arrêtent de dire des choses suffisamment graves sur la place publique. Nous sommes allés le 3 juillet au Conseil national où je suis devenu le président du parti. Vous avez été élu président du parti. C'était le président d'honneur qui vous a soutenu, justement? Mais qui désigne les responsables du parti? Bon, avant ça, le premier bureau où le président, c'était le président Korogoni qui était à la tête. Ça a été, qui alors a nommé? Il y avait quelqu'un qui a nommé le bureau, c'est ça? Non, il faut que... Il y a une question... Laissez-moi finir ça. Il faut que nous puissions faire l'effort de ne pas étaler des insuffisances aussi graves sur la place publique. Si on aspire à être des responsables, des leaders politiques, il faut qu'on évite de dire des choses pour des dessins. Laissez-moi clarifier cette partie. Je disais tantôt le 3 juillet, moi, je suis dans la tête du parti. Pourquoi ça s'est opéré? Je vais profiter pour revenir très légèrement sur la jeunesse du parti. En 2019, où, de mon initiative, je ne connaissais pas le camarade Korogoni auparavant, jusqu'à ce qu'il aille en prison, après l'initiative de Mitski, jusqu'à ce qu'il en sorte. Parce que, en tant que jeune de l'opposition, moi à l'époque, animant la résistance, j'étais au cœur de la résistance. C'est par là que j'ai connu le camarade Korogoni qui allait en prison. On ne s'est jamais vu, on n'a jamais parlé, avant qu'il n'ait sorti de prison. Pendant que nous avions eu des difficultés à avancer au niveau de la résistance, j'ai pensé qu'il faut que ce soit les jeunes qui reprennent le flambeau d'une autre façon pour qu'on avance. C'est ainsi que, sur mon initiative, j'ai appelé le président Korogoni, le camarade Korogoni, qui venait fraîchement de sortir de prison, le camarade Gimitopé, qui, à l'époque, c'était général du parti Restaurer l'Espoir, avec qui j'animais la résistance. J'ai retrouvé chez moi, dans mon salon, où j'ai présenté ce projet et puis ce mouvement. Et c'est moi qui ai dit, moi de ma position, je ne veux pas être au devant de ce mouvement. Je propose, toi tu vas rester en tête. Alors, Gimitopé, ce sera le secrétaire général. Moi, ma position où je veux être le bailleur de l'organisation. Je ne veux pas être devant parce que si je tombe, ça va tomber. C'est ainsi que nous avons mis sur les fonds baptismaux PNPL. À une semaine de porter ça sur les fonds du 12 septembre, où nous avons porté PNPL sur les fonds baptismaux, le Laurent Gimitopé désiste. Vous dit qu'il ne peut pas rester au devant de ce mouvement par cause de sa position. À restaurer l'espoir. Et ça, c'est son président qui nous a fait l'honneur de nous recevoir pour dire non, Laurent Gimitopé ne peut pas jouer ce rôle au sein de notre organisation. Une défection qui allait plomber la naissance du mouvement. C'est alors que je me suis senti obligé de m'introduire dans le. Moi, jusqu'à ce moment, je n'aime pas rester au devant de la scène. J'aime jouer un rôle derrière les caméras. C'est comme ça que le premier bureau que vous avez pas bien dit, nous avons eu des difficultés. Après, nous avons transformé ça en parti pour pouvoir exister. Lorsqu'on était traqué, nous en étions là quand
on préparait à la sortie des présidentielles de 2021. On a forcé pour pouvoir aller à cette élection. On n'a pas pu. Il y avait le parrainage qui était déjà. On a pensé, on a utilisé toute forme de pression pour pouvoir en avoir aussi, parce qu'on avait agité à l'époque qu'on va donner à tout le monde. On n'a pas eu. On a dit, bon, on fait un conseil national pour faire le bilan de ces actions, tirer les leçons et savoir comment on avance. C'est dans cette préparation que nous étions quand, quelques jours plus tôt, le ministère de l'Intérieur nous saisit, parce qu'en temps, la condamnation du camarade Koulibaly a été rendue définitive et le ministère de l'Intérieur nous saisit par lettre je crois, le 21 juin. 21 juin 2021, où dit, vous avez été condamné, lui écrit, vous avez été condamné, votre condamnation est devenue, suivant la charte des partis, l'article, je crois, 13, vous ne pouvez plus diriger le parti. Et a reçu cette lettre. À quelques jours de notre conseil national, nous avons dit, c'est une situation grave, que si on mettait à la discussion des militants, ça risque de disloquer le groupe. Parce que dire que nous étions encore poursuivis jusqu'à ce point, on attaque le président de cette façon, et nous avons retenu ensemble, au niveau des dirigeants, de taire cette information, de procéder simplement au réaménagement technique. C'est-à-dire, il quitte la présidence, moi je prends la présidence, et je lui ai dit, mais ce n'est pas grave, parce que, j'avoue, ça l'a beaucoup affecté. Je lui ai dit, ce n'est pas grave, parce que, voici ce que moi je propose. Dans les faits, rien ne va changer. Mais nous allons satisfaire à la préoccupation du ministère de l'Intérieur qui veut savoir régler les tests. Ainsi, moi, qui étais secrétaire général à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé de bureau. Je suis resté dans le bureau. Lui, tu as ton bureau, le président. Depuis lors jusqu'à ce jour, aucune de ces interventions publiques, il ne me fait pas l'amitié de m'informer avant d'intervenir en tant que président d'honneur. Vous l'avez vu, j'ai eu suffisamment même des personnes proches de nous qui ont dit non, telle chose. Parfois même, il arrivait qu'il se prononce contre la ligne directrice de ce que nous étions en train de faire. Ça ne me dérangeait pas. Pour garder les bonnes relations, pour garder l'harmonie au sein de l'équipe. Alors, non, laissez-moi finir ça. On est pressé par le temps. On est pressé par le temps. Parce que pour que vous puissiez comprendre l'origine de la crise, c'est ça que je vous explique. Très bien. Et donc c'est ça, justement, ce changement peut-être à la tête de l'institution, c'est ça que mon camarade n'a jamais pu dire. C'est ça la vérité, c'est l'origine. C'est ce qui fonde, selon vous, ces regrets. La preuve, oui, non. La preuve, j'ai laissé, c'est un de mes anciens patrons qui m'a dit, si vous voyez un chien de truc qui vous aboie, patientez, observez, vous allez voir son maître à côté. Son maître va apparaître. La preuve, quand les agissements ont commencé à l'étonnement de tout le monde, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Ils ont dit, les présidents ont proclamé le 12. Il n'y a eu aucune réunion, il n'y a eu encore aucune rencontre. 2 jours après, vous venez dire à qui a mauvaise gestion. La mauvaise gestion, on a été constaté par qui venant d'où. J'étais surpris de tout ça, d'où venait ça. Mais je pense que lorsque vous avez suivi le fil des événements, après, vous devez comprendre d'où vient Expérience TV, à cette date, est-ce que vous demeurez président du MPL? Pour changer les instances dirigeantes, il y a des structures qui changent l'instance dirigeante du parti. Et on n'a pas besoin de comment dire-toi, on n'a pas besoin. Moi, écoutez, si vous, la question même qui vous dit que moi j'ai envie de continuer par faire ce sacrifice tout le temps, on va à un congrès, on change les instances. C'est ça. On n'a pas besoin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous allons assister bientôt à 2 congrès organisés par le MPL. Vous-même, vous voulez tenir un congrès? Pas 2 congrès. Il y aura un congrès régulier. Le seul que le président d'honneur a annoncé. Dites-moi. Un président d'honneur est dans comment on appelle-t-on? C'est lui qui organise un congrès. Il est dans l'administration, dans l'exécutif d'un parti. Non, sur le plateau. Alors, ici, c'est le directoire qui a décidé
de la tenue. Qu'il a investi d'organiser un congrès. Non, pas du tout. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit c'est le directoire qui a décidé de la tenue de l'organisation du congrès et que certainement à l'issue de ce congrès-là. Est-ce que ça répond au test? Ça répond au test du parti. Que le directoire puisse convoquer le congrès. On a des rencontres statutaires. Oui, mais actuellement vous êtes en crise. Ou vous n'êtes pas en crise, ou le parti n'est pas en crise. Mais je vous ai expliqué. Est-ce que les organes du parti fonctionnent correctement? Qu'est-ce qui va les empêcher de fonctionner? Fonctionnant correctement? Alors très bien, si vous voulez, on va remonter en janvier dernier pour parler des élections législatives, mais en abordant la question des élections législatives, on reviendra aussi, vous pouvez toujours nous éclairer par rapport à cette crise. Très bien. Concernant les élections législatives... Mais avant votre question, oui. Je voulais vous dire une chose encore, attirer votre attention. Parce que puisque vous avez cité, je ne voudrais pas le faire parce que je ne suis pas venu ici pour répondre à X ou Y. D'accord. Mais je voulais vous attirer votre attention que vous avez parlé du camarade Koloboni. Je voulais vous renvoyer, pendant que nous étions en période électorale, déjà en pleine période électorale, le 25 décembre, sous le micro de votre consoeur, sur l'émission Tic Tac, sur non, c'est ici B-News. Ok, je suis reporter. Oui, reporter Bien le Monde. Oui. Michel concurrent. Oui, bon, je dis votre concurrent. A expliqué comment il a quitté la tête du parti et a dit comment, et m'a félicité de comment la rigueur avec laquelle je gère le parti et les résultats auxquels on est venu. Je parle du 25 décembre. Le 8 janvier, ou bien quoi, en janvier déjà, il y a déjà. Vous voyez, il faut que, au Bénin, les jeunes acteurs politiques que nous sommes, on puisse renouer avec la vertu et laisser les mauvaises pratiques que notre pays a connues et qui ont fait naître beaucoup même une béninoiserie, beaucoup de mauvais noms qu'on nous attribue et qui nous empêchent d'avancer. Il faut qu'on laisse ça et que nous puissions cultiver la vertu des hommes. Alors, parlons des élections législatives. Est-ce que le mauvais résultat obtenu par le MPL, est-ce que c'est cette crise déjà à venir qui était la cause de ce mauvais résultat? Comment est-ce que votre campagne, je vais dire, s'est déroulée? Est-ce que le MPL était vraiment présent sur le terrain? Quelle analyse est-ce que vous faites de ce mauvais résultat, de cette piètre performance du MPL? D'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous nos militants et sympathisants qui ont fait l'effort pour qu'on ait ce résultat que vous jugez de l'être. Notre première participation à cette élection. Je pense que nous devons féliciter tous les acteurs qui ont contribué à obtenir ce résultat, même s'il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mais je vais vous dire aussi ceci. Nous étions dans un contexte très difficile. Nous avons connu beaucoup de difficultés autour de ces élections parce que il y a des gens qui nous ont rejoints à la dernière minute juste pour dire parce qu'ils voulaient être candidats. Je ne suis pas du parti. Malheureusement, ils ne sont pas venus avec de bonnes intentions. Ils sont venus, beaucoup de ceux-là ne croyaient même pas en nous, ne croyaient même pas à notre participation effective à cette élection avant d'accepter d'être candidats sur nos listes. Et donc, ils n'ont pas pu faire le travail comme cela se doit. Le travail n'a pas été, comment je vais dire, tous les acteurs n'ont pas contribué, n'ont pas mouillé le maillot comme on le dit souvent, comme cela se doit. Est-ce que les dispositions étaient vraiment prises? Est-ce que les populations à la base se sentaient concernées par ce que le MPL faisait? Parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur votre appartenance vraiment à l'opposition. Peut-être, mais moi, de mon point de vue, peut-être que vous avez raison d'une part, mais de mon point de vue, nous devons situer également les raisons de notre performance aussi ailleurs. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer. Même vous me souvenez, j'étais sur votre plateau ici à quelques mois de ces échéances où tout le monde doutait de notre participation effective aux élections. Bien sûr. Quand vous dites, je ne veux pas citer d'autres formations politiques, mais vous avez vu qu'il y en a qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qu'il y en a qui étaient des partis plus rodés que nous, qui ont été déjà dans nos élections et qui n'ont pas pu faire mieux que nous. Donc, à ce titre,
on ne peut pas tout de suite dire que tout a été mauvais. Mais nous avons connu beaucoup de difficultés. Je vais vous dire par exemple, je retrouvais des candidats qui, les ressources affectées à eux pour la campagne, le détournaient à autre chose. Beaucoup de plaintes. Non, quand elle a reçu les moyens, elle est allée investir dans sa boutique. Et on n'a pas reçu peut-être. Ce qui a créé aussi un dysfonctionnement au sein des équipes. Parce que c'est les têtes de liste qui coordonnaient l'équipe. Est-ce que tout ce que vous dites là ne montre pas que votre parti n'était pas véritablement structuré, que le parti n'était pas encore prêt à affronter des élections, quelle que soit leur nature? Non, pas du tout, pas du tout. Les problèmes que nous avons connus, il y en a pire dans les autres formations politiques. Chaque parti fait sa marche. Moi, je pense que vous qui êtes des observateurs très avertis de ce qui se passe sur l'échiquier politique, vous devez féliciter le MPN d'avoir pu faire ça. Parce que pour le peu de temps que nous avons mis pour préparer ces élections et pouvoir quand même, on a vu des partis plus grands que nous qui ont plus de difficultés déjà à confectionner la liste. Nous, au moins, on a pu faire une liste. Féliciter parce que vous n'avez pas été dernier. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Déjà aussi, pourquoi dites-vous que vous avez eu très peu de temps pour préparer les élections législatives, alors que nous savons très bien depuis 2019 que tout le monde a estimé que le Parlement qui avait été installé était un Parlement monocolore et que tout le monde attendait la fin de ce mandat pour pouvoir aller à l'Assemblée et siéger à l'Assemblée nationale. C'était un rendez-vous qui était attendu, donc vous auriez depuis des années, vous auriez pu vous préparer convenablement. Non, écoutez. Et donc, pour pouvoir préparer cette liste, préparer tous ces dossiers, et vous pensez que c'est rien et que le temps était... Je vais vous dire ceci. Savez-vous qu'il y a beaucoup, nous sommes plus de 17 partis, tout le monde aurait souhaité y être. Vous avez vu d'autres sont partis, même ont été recalés, parce qu'ils n'ont pas pu traiter les dossiers comme cela se doit. Je vais vous dire ce que si les conditions de participation étaient telles que nous, notre jeune formation politique, a eu beaucoup d'épreuves à quand même être au rendez-vous. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Et vous parlez tantôt des difficultés. Vous dites que c'est pas... Parlant des difficultés, nous sommes pour constituer les listes. Il faut aller rechercher les bons candidats. Ça nécessite beaucoup de travail. Les candidats, après, au dépouillement, telle chose va empêcher telle autre. Il faut remplacer. Et telle autre, ce n'est pas aussi facile que de loin vous le pensez. Et si vous voyez certaines organisations, certaines formations politiques qui sont recalées, ne leur jetez pas toute la pierre tout de suite. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Expérience TB, aujourd'hui, c'est seul le Parti Les Démocrates qui représente l'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que, tout comme les Béninois, vous attendez à ce que l'animation de la vie publique au Bénin se fasse autrement que ce que nous avons connu depuis 2019 à 2023, parlant de Parlement monocolore? Oui, les démocrates, le Parti Les Démocrates nous a aidé l'opposition à avoir l'eau de consolation. Nous avons aujourd'hui 28 au moins députés dans cette assemblée sur les 109 qui au moins ont porté la voix de la minorité, de ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime. Nous savons qu'il leur sera difficile de faire passer leur point de vue, on l'a déjà vu, à l'installation des structures au niveau des structures. Des commissions permanentes. Des commissions, du bureau, tout ça. Mais néanmoins, ça permet, c'est ce que nous souhaitions, ça permet déjà d'avoir une voix dissonante, d'avoir des gens, une voix critique, pour au moins porter la voix des sans-voix qui regardent, comment je vais dire, sans pouvoir agir, le pouvoir dérouler sa bande. Et pour beaucoup, même là aussi, vous voyez combien aujourd'hui les démocrates sont accusés d'être de connivence avec le pouvoir. C'est le jeu, ça participe au jeu, mais moi je vois que les espoirs que le peuple a mis en ces députés, et on doit les laisser pour éprouver ça avec le temps, pour voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Quelle va être la responsabilité du MPN, puisque nous avons 3 ans encore
pour que la 9e législature arrive à son terme? Est-ce que le MPL va rester loin du débat et observer tout simplement, ou au regard de la piètre prestation que vous avez faite aux législatives 2023, vous allez peut-être intégrer les démocrates, par exemple? Non, d'abord, je voudrais qu'on va essayer d'enlever ce mot-là. Notre prestation ne peut pas la qualifier de piètre. Si vous voyez les efforts et si vous voyez le résultat et que vous venez de le dire, bon, on n'était pas dernier au bout de l'échelle, il y a eu d'autres après nous encore, même si c'est un seul. Déjà, vous êtes quand même arrivé devant le parti de vous félicitez d'être resté parmi les derniers? Non, non, pas du tout. Je vous ai dit à l'entame tout à l'heure, je regrette beaucoup que nous n'ayons pas été suivis parce que vous savez que les élections au Bénin, je peux vous le dire, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Ce n'est pas seulement les intentions de vote, parce que, je vais vous dire, si on doit se focaliser sur les intentions de vote, vous savez, on pourrait dire que c'est l'opposition qui devait avoir la majorité. Mais les citoyens en âge de voter, qui ont l'intention d'aller voter, par exemple, pour X ou Y, de là que le jour du vote, ils aillent effectivement concrétiser leur vote, il y a un pas. Où ce n'est pas tous les partis politiques qui peuvent réaliser ça. C'est ça qui fait que nous, on a eu cette prestation. Sinon, rapidement, la question de Paul Dalongoye, est-ce qu'on risque de retrouver le MPL au sein du Parti des démocrates? Et en même temps, vous profitez pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des relations, un quelconque lien entre vous et, je dis, le MPL et les démocrates? Oui, nous avons, avec les démocrates, comme les autres partis, nous avons un lien. Vous avez un cadre de discussion? Oui, il y a des cadres de discussion. Nous avons même essayé d'aller aux élections ensemble. Nous discutons, il y a des cadres de concertation. Avec les démocrates? Et les autres partis de l'opposition. Nous avons des cadres de concertation. La CDE. Tous les autres partis. Et qu'est-ce qui a fait que finalement ça n'a pas fonctionné? Vous voyez, d'abord, je vais vous dire, le premier problème qui se pose lorsque on est ensemble, on a été dans tous ces regroupements qu'on a essayé, c'est un problème de leadership. Chacun pense qu'il est plus méritant que l'autre. Chacun pense qu'il est plus fort que l'autre. Ça n'arrive pas à avancer la discussion. Nous avons fait preuve d'humilité vu notre relative jeune âge, je vais parler du parti, dans cette discussion-là, mais malheureusement, on n'a pas pu arriver à s'entendre pour déboucher sur une formule qui satisfasse tout le monde pour qu'on aille à ces élections ensemble. Toutefois, et vous avez, pour répondre à votre question, le débat d'aller se fondre ou ne pas fondre dans un autre ensemble n'est pas encore à l'ordre du jour. Les instances du parti et surtout, le Congrès analysera en temps opportun ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau-là. Mais le parti va continuer par animer la vie politique, ce n'est pas relié à des hommes. Très bien. Voilà. Il y a quelques questions sur l'actualité nationale, on va les aborder très rapidement. La première, c'est la vente aux enchères des biens de Sébastien Adjavon. Vous avez suivi cette actualité, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment regrettable qu'on en soit arrivé là. Et dès que j'ai entendu cette histoire, je me suis rappelé d'un conseil que mon frère père me donnait. Il m'avait dit que la politique, lorsque vous y mettez votre doigt, ça vous coupe la main. Lorsque vous mettez la main, ça vous coupe le bras. Et je me suis dit, c'est une réalisation de cette image qui me donnait. C'est dommage et regrettable qu'on en soit arrivé là. Mais c'est des décisions de justice. Moi, je pense que le président Talon, même s'il ne peut pas interférer dans les décisions de justice, même s'il ne peut pas influencer, doit trouver le mécanisme en lui pour que... Parce que le peuple béninois est un peuple très pacifique et n'aime pas ces images. Même si on dit que c'est la justice qui a décidé de ça, à tort ou à raison, je ne veux même pas opiner là-dessus. L'image que cela projette. Est-ce que vous n'êtes pas, à travers votre réponse, est-ce que vous n'êtes pas en train de fabriquer là une autre forme d'injustice? Parce que vous êtes en train de dire que parce que la justice reproche aujourd'hui je ne sais pas, qu'on reproche certaines choses à Sébastien Adjavon, compte tenu des liens politiques qu'il y a eu par le passé en 2016, le président Talon peut s'interposer. Alors qu'au même moment, dans le même pays, alors que cette actualité alimente les journaux, il y a une traque qui est lancée contre les cybercriminels. Plus de 200 personnes ont déjà été interpellées et certainement seront déposées en prison
Alors, vous demandez, parce que ces gens ne sont pas des acteurs politiques, qu'on les enferme, parce qu'ils ils ont été reconnus coupables d'avoir escroqué, arnaqué 10 millions, 20 millions, 30 millions, peut-être même bien au-delà, et qu'on laisse un acteur politique qui a moyen à partir avec la justice. Non, cher ami, je ne sais pas ce que je veux dire. Je vais terminer ma pensée sur le cas Sébastien Diamant. Je me dis, au regard des relations politiques, de tout ce que... c'est bien ce que vous dites, des relations politiques. Je pense que on aurait pu éviter d'en arriver là. Et je dis, le président Talon pourrait trouver un mécanisme pour que l'issue de cette saga juridique ne soit pas ça, à cause de l'image que ça donne au peuple. Toutefois, personne ne peut s'interposer contre l'exécution d'une décision de justice. Mieux, vous avez fait cas de cybercriminels, de la traque au cybercriminel en cours. On ne peut pas non plus, je ne peux pas, et ça je voulais toujours dire, moi je suis très légaliste, on ne peut pas venir faire l'apologie de la non-observance des principes qui régissent la vie en communauté. Cependant, cette histoire de cybercriminel, vous imaginez que les jeunes, ces centaines de jeunes qu'on va déposer aujourd'hui pour les faits qui leur sont reprochés là, est-ce que c'est ça qui va aider notre société? Moi, et c'est la réflexion que nous avons, qui a été toujours faite au niveau de notre parti, il faut que l'État, tout de suite, prenne des mesures plus draconiennes pour régler le problème du chômage. En quoi faisant? Est-ce qu'il faut laisser ces jeunes-là poursuivre? Non, pas. J'imagine bien que si ces jeunes-là avaient d'autres préoccupations, avaient d'autres occupations, parce que nous, je le dis parce qu'on ne joue pas le même rôle aujourd'hui. Moi, tous les jours que le jour se lève, c'est plus d'une centaine de jeunes diplômés qui vont écrire, qui vont envoyer des messages de survie. Il y en a, on a renvoyé leurs enfants de l'école, il y en a qui n'ont pas ci, il y en a qui ne sont pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un État-providence qui pourra trouver affaire à tout le monde. Mais il faut que dans la situation où nous sommes, il est urgent que des mesures plus fortes soient prises en faveur de la jeunesse pour absorber, diminuer ce taux de chômage qui défigure l'ossature sociale du pays. Ça veut dire que c'est ça aussi qui justifie ce phénomène qui a pris de l'ampleur et que nous regrettons tous. Bon, malheureusement, c'est quelque chose que moi j'en entends parler, je ne sais même pas comment ça fonctionne, ça se passe, qu'est-ce qui se passe à ce niveau, mais j'imagine que ces jeunes, on doit chercher à les occuper à autre chose. On doit chercher si ils ont envie de devenir des opérateurs économiques, les amener à créer des entreprises de façon régulière qu'ils vont animer. Créer l'environnement social favorable à éclore de jeunes entreprises pour absorber ces jeunes-là. C'est ce que nous demandons au pouvoir en place. Et nous pensons que cette lutte serait plus efficace à trouver du travail à beaucoup plus de jeunes. Alors, je vais laisser certainement dans un moment Paul Danangwe clôturer l'émission avec vous. Mais juste avant, on va parler de la nomination de Pascal Nyamolinda. Il y a quelques semaines, cet ancien haut fonctionnaire du Rwanda a été nommé à la tête de l'ANIP. Qu'est-ce que le MPL pense de cette actualité? C'est regrettable que après de si longues années que le Bénin n'ait pas de cadres, que du moins le gouvernement de la rupture ne trouve pas au Bénin des cadres en capacité de gérer notre structure, de gérer le fichier des naissances au Bénin, de gérer le fichier d'état civil et autres, l'ANIP en somme au Bénin. C'est vraiment regrettable. Mais il faudrait que le gouvernement, j'ai suivi les réponses apportées par le secrétaire général du gouvernement, parlant d'efficacité, de technicité. Moi, je pense que même si ils ont la possibilité de faire venir des spécialistes étrangers, que ce soit plutôt pour des rôles techniques et non pour gérer, pour prendre la tête de l'agence. Ça donne une image pas trop reluisante pour le pays lui-même, qu'on n'ait pas trouvé un Béninois en capacité de gérer une structure administrative chez nous. Si c'est encore des postes techniques, parce que j'estime que s'il y a des solutions technologiques de pointe, que
il n'y a pas des gens capables de gérer, on peut recourir à l'expertise d'étrangers. On amène des gens de l'Europe. Si c'est encore au sein de l'Afrique, bon. Mais prendre la tête de l'institution, c'est quelque chose de très déplorable et je pense que ça n'honore pas le régime de la rupture. Vous avez certainement suivi la réaction des Béninois qui sont offusqués, puisque ce n'est pas la première. À la tête de la SBE, c'est un expatrié. À la tête de l'ANAT, un expatrié. L'ANIP maintenant, qui s'occupe de l'état civil, non seulement de l'état civil, mais également du fichier électoral. Et les Béninois ont déjà des inquiétudes par rapport à 2026. Partagez-vous ces inquiétudes? C'est des inquiétudes fondées. D'abord, moi je pense que il y a des Béninois capables de faire le job. Même s'il y a des craintes à la tête de toute cette structure que vous venez de citer, nous pouvons trouver des Béninois capables de faire convenablement le job, capables de relever les défis que le gouvernement souhaite relever à la tête de cette structure publique. Parlant de l'année, je pense que c'est à juste titre que les Béninois ont aujourd'hui des inquiétudes. Il revient au gouvernement, au pouvoir de la rupture, de nous rassurer pour nous montrer quel est le bien fondé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un expatrié qui plus est venant de ce pays que nous tous nous connaissons pour gérer une structure qui aura affaire à notre fichier électoral. Franchement, je pense que c'est des questions à élucider tout de suite avant qu'on s'approche des périodes. Nous avons écouté le parti Les Démocrates sur la question. Le MPL n'avait pas encore fait de sortie jusqu'à ce jour. Est-ce que ce ne sont pas des faits qui confortent les Béninois dans les inquiétudes qu'ils nourrissent vis-à-vis de votre formation politique? On a comme l'impression de ce que le MPL s'illustre dans une sorte de léthargie. Vous savez, vis-à-vis de tout ce que le pouvoir talon fait. Non, pas du tout. Et ça, vous le savez, vous devrez être nos défenseurs auprès de cette frange de la population qui pense que le MPL ne réagit pas suffisamment en face de certains problèmes de certains faits de société. Aujourd'hui, vous avez parlé des démocrates qui ont réagi face à la voix des démocrates portera plus aujourd'hui parce qu'ils sont des députés en exercice. Et ils ont plus de facilité à s'exprimer dans des instances où ils sont plus écoutés. Nous, avec nos moyens, nous avons toujours réagi en face de tous les problèmes de société que nous avons connus, mais notre message peut-être ne porte pas au fin fond des contrées. Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission Expérience TB. Comment voyez-vous l'avenir du MPL? Vous savez, l'avenir d'une formation politique n'est pas relié aux hommes. Et moi, je pense que les idées qui ont fondé la naissance de la formation politique qui veulent que la jeunesse puisse également s'affirmer sur l'échiquier politique restent toujours d'actualité et donc le parti a beaucoup, il y a d'espoir à continuer, à transiger. Si je vois bien que vous faites allusion à cette crise, non, ce n'est pas quelques personnes qui vont hypothéquer l'avenir de la formation. J'ai envie de vous demander, avant qu'on ne conclue cette émission, quelle est aujourd'hui la nature de vos rapports avec Sabi Sira Korogone, qui est le président d'honneur du parti? Vous savez, les rapports personnels sont autres. Maintenant, au niveau du parti, il reste que nous avons des rapports purement, comment je vais dire, fonctionnels. Vous savez que le président d'honneur ne fait pas partie des instances dirigeantes. Donc, il n'intervient pas dans l'administration du parti. Donc, à ce point de vue, il n'y a pas de rapport de subordination à quelqu'un. Vous comprenez.